Bonjour. Effectivement, je suis cadre de santé à Vannes, sur les structures du Morbihan, exactement. Donc, je vais vous présenter un sujet que nous avons mis en place à l'ECHO et que nous avons nommé « Information croisée des droits et devoirs en santé patients-soignants ». C'est un peu long, mais ça regroupe un certain nombre de mots-clés. Donc, si je sais me servir, voilà. L'objectif de ce travail, c'est un projet qui a été mis en place afin d'améliorer le niveau de connaissance en droit de la santé des patients et des soignants, pour apporter plus particulièrement la même information sur une problématique commune, mais selon deux positionnements distincts, celui du patient et celui du soignant. Au départ, nous avons pris un certain nombre d'indicateurs. Les deux premiers, ce sont les déclarations d'événements indésirables qui concernent des comportements agressifs. Ce sont des événements indésirables qui sont déclarés par les soignants sur des comportements agressifs de patients à leur encontre. Et bien entendu, les déclarations qui peuvent être faites dans les doléances des patients qui sont enregistrées auprès de la direction. Il est peut-être important de noter un chiffre qui nous a interpellés. En 2011, 10 déclarations d'événements indésirables de la part de soignants sur des comportements agressifs de patients avaient été enregistrés. En 2012, 19 et en 2013, 40. Et il est probable qu'on dépasse ce chiffre en 2014. C'est quand même assez significatif, même si, il faut quand même le souligner, à travers ces événements indésirables, un certain nombre regroupent un seul patient. Pour autant, ce sont des actes qui sont répétés. Par ailleurs, bien entendu, on reçoit des plaintes de patients au niveau de la CRUC, mais ils n'ont jamais dépassé, sur des comportements de soignants, bien entendu, qui seraient plus agressifs ou en tout cas inappropriés de leur regard, et ils n'ont jamais dépassé le nombre de 5. Donc il y a quand même une différence assez importante. Là aussi, un certain nombre de déclarations concernent plusieurs patients sur le même soignant. Les deuxièmes indicateurs que nous avons choisis, ce sont les analyses de l'enquête de bientraitance, qui, elle, est adressée aux soignants, et l'enquête de satisfaction, qui est adressée aux patients. Pour pouvoir avoir une analyse croisée sur ces deux enquêtes, nous avons décidé de formuler les questions de la même façon. Je vous explique en vous donnant un exemple. Par exemple, dans l'enquête de satisfaction destinée aux patients, la question était « Avez-vous été gêné ou agacé par des infirmiers ou autres employés de service qui parlaient devant vous comme si vous n'étiez pas là ?» La possibilité dans le choix des réponses était toujours, très souvent, souvent, rarement, jamais ou non concerné. Et dans l'enquête de bientraitance, la question posée aux soignants était « J'intègre le patient aux discussions le concernant lorsque je suis en sa présence ?» Réponse au choix, toujours, très souvent, souvent, rarement, jamais ou non concerné. Un certain nombre de questions ont été vraiment élaborées de la même façon. À travers ces différents, j'ai pas passé la diapositive. Ces différents éléments, on a pu constater que malades et professionnels de santé méconnaissent leurs droits et devoirs en santé. Les thèmes les plus marquants et les difficultés relevées le plus souvent concernent les sujets de l'information, le consentement, le refus de l'application de la prescription médicale ou le positionnement face à l'agressivité. Les actions que l'on propose au travers de ce sujet. Après avoir mis en évidence ces difficultés rencontrées par les soignants et les patients, le choix est fait de traiter quelques situations parmi les plus fréquentes, celles qui génèrent le plus de conflits sur le terrain. L'analyse juridique de ces situations est validée par un avocat spécialisé dans le droit de la santé. Ce sujet ainsi traité est ensuite exposé à la CRUC. Il est diffusé à travers les journaux internes, qu'ils soient à destination des patients ou des soignants. Et nous avons également, depuis peu, installé cette rubrique dans notre intranet, une rubrique qui est marquée « Droits et devoirs en santé » et sur lesquels les soignants peuvent retrouver ces sujets qui ont été traités. Exemple de sujets qui seront abordés tout au long de l'année. Le patient refuse d'effectuer son temps de dialyse. Je pense que, quels que soient les endroits où vous exercez, on va retrouver ces questions et ces difficultés. Le patient ne veut pas être pris en charge par un soignant. Le patient refuse de venir en dialyse. Le patient ne veut pas de tel ou tel traitement. Je pense que ce sont des sujets que vous retrouvez régulièrement.
Les effets attendus, une fois qu'on aura mis cette situation en place, on peut imaginer que comme les patients et les soignants ont eu la même information, les situations conflictuelles seront évitées, voire diminuées. Un climat plus serein est attendu entre patients et soignants. Et dans les indicateurs, on va pouvoir voir une diminution des déclarations des événements indésirables de la part de soignants qui sont concernés par l'agressivité des patients. Une amélioration également des résultats de l'enquête de bientraitance ainsi que l'enquête de satisfaction pour les patients. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous proposer de vous présenter le premier cas que nous avons exposé à la CRUC du mois de mars, donc sur un sujet bien défini. Je vous expose les faits. Cette action se passe auprès d'une patiente dialysée en UAD. Les infirmiers qui la prennent en charge constatent que son taux d'hémoglobine baisse. Elles alertent le médecin qui demande à augmenter le dosage de PO. Les infirmières préviennent la patiente de ce changement de prescription. Elle refuse cette prescription, elle refuse qu'on augmente son taux de PO. Les infirmières recontactent le médecin qui propose alors, au regard de ces résultats, de lui faire une transfusion. La patiente, informée par les infirmières, refuse également cette nouvelle prescription. Au regard de ce cas, on va étudier ce que dit la loi. Donc, que dit la loi sur le consentement ? Aucun soin ne peut être fait sans consentement du patient. Nous n'évoquerons pas ici le cas où le patient ne peut consentir, c'est-à-dire le cas d'urgence, le cas du soin sous contrainte ou le cas d'un patient qui pourrait être dans le coma. Ce n'est pas du tout l'objet de cette analyse. On peut observer, ces dernières décennies, un changement dans la relation patient-médecin, porté par une évolution sociologique et traduite dans la loi Kouchner de 2002. De tout temps, depuis toujours, le médecin a eu une attitude paternaliste. Il a pour sacerdoce le devoir de soigner. Il est investi de cette mission. Il imposait, ce n'est plus le cas aujourd'hui, il imposait sa volonté, son diagnostic, sa prescription, son traitement, sans prendre en compte forcément les souhaits des patients. Il savait ce qui était bien pour le patient et ce dernier était tenu dans l'ignorance et lui vouait une confiance totale. Aujourd'hui, le consentement aux soins est devenu la clé de voûte dans la relation médecin-patient. Les articles qui le traduisent. La première traduction légale dans un article de loi sur le recueil du consentement du patient en 1942, d'abord dans une jurisprudence, c'est l'arrêt Tessier. Je vais, si vous voulez bien, je vais vous le présenter après. Puis la rédaction dans le Code de Nuremberg en 1947. Il pose les bases de l'information et du consentement, bien que cet article est dans un contexte bien particulier au lendemain de la guerre et qu'il concerne plus l'expérimentation scientifique. Cependant, il préfigure les bases de l'information, puisque bien entendu, il ne peut pas y avoir de consentement sans information. Voilà ce que dit l'article. Il faut donc renseigner, sous-entendu le patient, exactement sur la nature, la durée et le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes et les moyens employés, les dangers et les risques encourus et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. Autre article, 29 juillet 1994, la règle du consentement en matière médicale est introduite dans le Code civil à l'article 16.3. Que dit-il ? Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. Donc, deux principes avant de porter atteinte à l'intégrité physique, l'autonomie de la personne, qui seule peut décider des actes sur son corps, et la nécessité thérapeutique. Troisième article, le Code de déontologie médicale, qui voit sa consécration en 2002, puisqu'il est inséré au Code de la santé publique. Dans un décret de 1995, l'article 36, il est bien spécifié, le consentement de la personne exprimée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Que dit la loi sur la prescription médicale ? L'article L. 111.4 du Code de la santé publique
La personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des prescriptions qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Il s'agit bien d'une relation contractuelle. Le médecin proposera au patient la solution la plus adaptée à son état de santé, mais le médecin est obligé de tenir compte de l'opinion du patient. Pour autant, et ce n'est pas anodin et je pense qu'il est très important de le spécifier, le médecin détient la liberté thérapeutique. Il reste libre de déterminer la thérapie adéquate. Il ne peut se voir imposer la mise en œuvre d'une thérapie par le malade, même si ce dernier est médecin. Et je vous exposerai une jurisprudence qui spécifie bien ce cas. Que dit la loi sur le refus de soins? Le médecin doit donc, on l'a bien vu, s'incliner devant le refus de soins, puisqu'il ne peut pas faire de soins sans consentement. Après cependant avoir informé le patient de manière réitérée sur les risques qu'il encourt en refusant son soin. Avoir cédé trop vite ou trop rapidement au refus de soins du patient peut engager sa responsabilité. Là, il s'agit toujours de l'article L111-4 du Code de la santé publique. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences sur ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. La loi ne dit pas ce que c'est qu'un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite, bien entendu, son refus est inscrit au dossier médical. Que dit la jurisprudence? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais vous parler de l'arrêt Tessier sur le défaut de consentement. Monsieur Tessier est un conducteur automobile professionnel. Il est victime le 30 mars 1930, vous voyez, ça remonte, d'un accident de la circulation. Il est pris en charge par un hôpital public où de nombreuses fractures peuvent dans un premier temps être réduites. Face à la fracture de l'avant-bras, le chirurgien, monsieur Tessier, se trouve face à un choix thérapeutique. Il opte pour une ostéosynthèse, opération qui se déroule le 5 avril. Malheureusement, cette intervention a des suites anormales et dès le lendemain de l'intervention apparaissent des signes infectieux qui s'aggravent jusqu'au 5 juillet, date à laquelle une amputation de l'avant-bras doit être pratiquée en urgence. L'arrêt du 4 juin 1937 condamne le médecin à payer à M. Tessier une indemnité de 30 000 francs. Je pense qu'à cette époque-là, c'était une somme conséquente. Décision confirmée par la Cour de cassation le 28 janvier 1942 sur le fait de n'avoir pas éclairé le malade sur les conséquences de son intervention. Que dit la jurisprudence? Comme tout chirurgien, le chirurgien d'un service hospitalier est tenu, sauf cas de force majeure, d'obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération dont il apprécie en pleine indépendance, sous sa responsabilité, l'utilité, la nature et les risques. Qu'en violant à cette obligation, imposé par le respect de la personne humaine, il commet une atteinte grave aux droits du malade, un manquement à ses devoirs proprement médicaux qui constitue une faute personnelle. Donc, la faute est tellement grave, il s'agit bien d'un hôpital public, qu'elle est imputée au praticien et non à l'hôpital comme faute de service. Je n'ai pas été assez vite. L'autre jurisprudence que je voulais vous exposer, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en 2007, 15 mai 2007. Un patient chirurgien demande à son confrère, donc le patient est médecin, il est même chirurgien, il demande à son confrère de pratiquer un acte ne rentrant pas dans les protocoles en vigueur. Cet acte, donc son médecin accepte, cet acte a eu des conséquences graves sur l'état de santé du patient. Il est depuis hémiplégique et en incapacité d'exercer. L'hôpital a été condamné car le médecin n'aurait pas dû se laisser influencer par son confrère devenu patient sur le choix thérapeutique. Donc, après avoir fait tous ces exposés, on reprend le cas que je vous avais exposé tout à l'heure sur cette patiente en UAD qui refuse qu'on augmente son taux de PO. Que doit faire l'infirmière? Elle doit prévenir le médecin, bien entendu, et s'assurer que la patiente aura bien compris les informations qui lui seront données. Elle doit tracer dans le dossier informatisé, sous forme de cible, l'événement qui s'est produit. Et après l'intervention du médecin, elle doit s'assurer que la patiente a bien compris les explications qui lui avaient été données. Que doit faire le médecin?
Le médecin doit impérativement informer la patiente des risques qu'elle encourt en refusant la prescription. Son information doit être claire, loyale et appropriée. S'assurer qu'elle a bien compris. Dans l'urgence, s'il ne peut se déplacer, faire cette communication par téléphone et lui proposer un rendez-vous. Si elle refuse, passez la voir à la prochaine dialyse. Il peut aussi proposer qu'elle voie un autre médecin qui le relaiera à son tour l'information sur les risques. Pourra peut-être expliquer différemment, un autre climat peut s'installer. C'est toujours intéressant de faire appel à quelqu'un d'autre. Tentez, si une personne de confiance a été désignée, de faire passer l'information par celle-ci. Le même jour, inscrire à son dossier le refus de prescription et les informations qui lui ont été données sur les risques encourus. Il peut être intéressant, même si cela n'a pas un caractère obligatoire, de lui faire signer un papier, à condition qu'il ne soit pas standard, sur lequel il a bien été stipulé qu'elle refuse la prescription et que l'infirmière et le médecin lui ont bien fait part des risques qu'elle prend par ce positionnement. Effectivement, on peut imaginer qu'un papier type en disant « vous prenez tel risque » et un formulaire qui serait donné à tout le monde n'a aucune valeur juridique, puisqu'il n'est en aucun cas, c'est une information qui en aucun cas est appropriée, puisque elle s'adresserait à tout le monde de la même façon. Voilà le type de documents, d'éléments que nous pouvons exposer. La prochaine session de la CRUC, nous exposerons le patient qui arrive et qui refuse qu'une soignante la prenne en charge. Je pense que ce sont des choses que tout le monde a pu vivre aussi. Je vous remercie.